Les débats avec vous jusqu'à midi avec Jérôme Dubus, membre de La République En Marche, Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine. Bonjour. Bonjour Valérie. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste Bonjour. sur Sud Radio le mercredi matin. Bonjour. Et Bonjour. Gaëtan Dussaucet, membre du Conseil national du Rassemblement national. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, Elisabeth Borne doit-elle se soumettre au vote de confiance? La semaine prochaine, elle va être à l'Assemblée nationale pour son discours de politique générale. Elle n'a pas encore pris la décision de savoir si elle soumettrait au vote de confiance. La rentrée à l'Assemblée nationale, il y a quelques petites choses à dire. L'attitude de la NUPS, Yael Braun-Pivet, je l'appelle Pivert, je ne sais pas pourquoi, si c'est les réminiscences de Rabbi Jacob, mais Yael Braun-Pivet, voilà. Et puis Marine Le Pen, dans notre baromètre d'opinion IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio, avec un Emmanuel Macron qui descend et une Marine Le Pen qui grimpe dans ce sondage. On va vous en reparler dans un instant. Et puis le pouvoir d'achat, cette loi sur le pouvoir d'achat, que va-t-elle changer? Et surtout, les classes moyennes sont-elles les grandes oubliées? Coup de cœur, coup de gueule. On va commencer avec vous, Alexis. C'est quoi votre coup de gueule? Alors mon coup de gueule, c'est la non-condamnation de l'État pour l'histoire des masques. Je ne sais pas si vous avez suivi. Donc il y a eu le tribunal administratif qui a estimé que l'État a commis une faute en s'abstenant de constituer un stock suffisant de masques avant le Covid-19, mais surtout qu'il a menti sur ces masques et sur l'utilisation des masques durant la crise sanitaire pour la population générale, en disant que c'était pas utile de porter un masque, par exemple. Donc il y a un caractère fautif qui a été reconnu, mais pas de responsabilité. C'est-à-dire que l'État, oui, a fait n'importe quoi, mais pas responsable, pas coupable, encore une fois, avec cette histoire des masques. Et j'avais alerté dès le début sur les protocoles sanitaires Covid, au tout début du Covid, où toutes les mentions masques qui existaient lors du H1N1, qui avaient été effacées du nouveau protocole Covid, parce qu'il n'y avait pas de masque, tout simplement. Donc c'est un scandale d'État, encore une fois, qui passe crème, comme disent les jeunes, pour dire tout simplement, oui, ils sont responsables, mais c'est pas si grave. Je trouve ça grave, et encore une fois, ça montre les manquements et surtout les mensonges officiels pour prendre les gens pour des imbéciles et leur faire croire à peu près n'importe quoi. Je sais pas. Judith, réaction? Moi, je suis pas du tout étonnée que les manquements, les erreurs et même les mensonges de l'État soient reconnus, établis. Je trouve ça très bien. En revanche, je suis totalement opposée à la judiciarisation de la vie politique. Je me rappelle qu'en plus, les différentes mesures de contrainte, passe sanitaire, passe vaccinal, ont été votées à l'Assemblée avec l'assentiment ou en tout cas l'abstention bienveillante de la plupart des oppositions. C'est un problème politique qui doit être réglé en politique. Les oppositions ont laissé installer le mythe que la France avait formidablement géré la crise sanitaire. Quand on regarde les chiffres, ce n'est pas vrai du tout. Les oppositions n'ont pas fait leur boulot en rétablissant les faits sur ce point. Nous, la presse, on a essayé de le faire, mais visiblement, les électeurs n'ont pas jugé que c'était suffisant. Mais c'est pas aux juges de le faire. Non, moi, je dirais deux choses. D'abord, ce qu'a dit Alexis n'est pas tout à fait exact sur le jugement lui-même, mais je ne vais pas rentrer dans les détails du jugement. En gros, le jugement dit oui, l'État a commis une faute parce qu'il n'y avait pas assez de stock, il n'est pas reconstitué et qu'il n'en a pas distribué, donc c'est une faute, ok. Mais le tribunal administratif, puisque c'est la juridiction administrative, n'a pas pu prouver que ça avait entraîné des catastrophes sanitaires. Or, c'est ça le sujet. Voilà. Et donc, il y a possibilité d'appel. Donc, si les plaignants, je ne sais pas qui sont les plaignants dans cette affaire, mais si les plaignants veulent faire appel, ils feront appel. Il y aura un deuxième jugement. Donc, je ne trouve pas ça si grave. On a une juridiction qui fonctionne plutôt pas mal. Moi, je ne remets pas en cause ce jugement et je dis aux plaignants, faites appel si vous n'êtes pas content du jugement. Voilà, tout simplement. Commentaire, Gaëtan. Le plus important, c'est surtout de savoir est-ce qu'on en tirera les leçons, parce que c'est vrai que les images catastrophiques qu'on en avait eues au tout début de la crise Covid et du premier confinement, avec des soignants qui n'étaient pas équipés en matériel, que ça soit les blouses, que ça soit les masques, etc., etc. Surtout de savoir est-ce qu'on s'en donnera maintenant les moyens de s'assurer qu'on ne retombe plus dans ce genre d'images qui sont catastrophiques et qui sont l'illustration d'un État absolument défaillant. Et c'est vrai que là-dessus, j'ai encore quelques inquiétudes quand on voit le manque de considération et de moyens investis, notamment pour le
redressement de l'hôpital public, on se dit qu'a priori l'État n'a pas encore tout compris. Donc voilà, maintenant après je comprends évidemment le fait qu'il faille éviter une judiciarisation de la vie politique et des responsabilités de l'État, mais attention aussi à ne pas non plus totalement ignorer parfois ce sentiment d'injustice qui peut exister aussi parmi une grande partie de la population qui se dit qu'elle, on ne les manque pas à la moindre occasion dès qu'il y a le moindre petit écart et que finalement il y aurait quelques-uns parce que ministres, parce que aux responsabilités qui pourraient passer un peu entre les gouttes. Il faut aussi faire attention là-dessus. Oui, enfin, mais là nous avons et le citoyen ne rend pas compte devant des électeurs. Hein. Oui, non mais tout à fait. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi entendre là-dessus et ne pas hésiter à y mettre un peu de bienveillance. Alexis. Oui, non, mais moi, je pense que c'est important qu'il y ait la justice quand même, parce que oui, le sentiment d'injustice fait que derrière, il y a une défiance grandissante auprès du personnel politique, et puis que les politiques ne se pensent pas au-dessus des lois ou pensant qu'ils sont systématiquement irresponsables. Le rôle principal du politique, c'est justement d'endosser la responsabilité publique. Oui. Donc là, on a eu des déclarations irresponsables de Sibeth Ndiaye et tous les autres, et on fait comme si finalement, oui, bon, c'était un peu nul, mais c'est pas grave. Non, c'est grave. Moi, je trouve ça grave. Et alors, qu'est-ce que vous pensez? On a eu un petit débat dans la rédaction ce matin. Elisabeth Borne recommande le retour du masque dans les lieux clos sans caractère obligatoire. Mais le problème, c'est pas le retour du masque dans des lieux clos qui vont être surchargés de particules virales. Macron avait promis des purificateurs d'air pour les écoles à la rentrée. Ils sont toujours pas là. Et je vois pas que ce soit un chantier prioritaire de l'éducation nationale. Donc, alors, monsieur Pape Ndiaye met ses enfants à l'école alsacienne. L'école alsacienne a des purificateurs d'air. C'est pas le cas. Non, mais si, il faut le dire parce que c'est de la déclaration. C'est vraiment le petit bout de la lorgnette. Enfin, franchement, ça déconsidère un peu votre raisonnement. Enfin, c'est un virus aéroporté. On promet des purificateurs d'air, ils n'arrivent pas. Et après, on dit mettez un masque. Il y a plus important que les purificateurs, c'est les fenêtres qu'on ne peut pas ouvrir et rien n'a changé. Ouais. Rien. Voilà, donc c'est ça les purificateurs, juste ouvrir la fenêtre. Mais sur l'attitude du gouvernement de dire, voilà, il faudrait mettre le masque, mais on ne vous oblige pas. Le point donc on sait que c'est impossible de dire maintenant aux Français, vous allez mettre le masque, c'est obligatoire et on va refaire ça. Enfin, non, mais le point, on ne va pas faire ça pendant les vacances. Enfin, ça me paraît absolument impossible à tenir, à moins de mettre un flic derrière chaque Français. Donc ça, c'est pas possible. Mais... Bah, on l'a bien fait, non? Non, pas comme vous n'exagérez rien. On n'était pas dans une société chinoise. Non, pas mettre un flic, mais obliger les gens à mettre le masque, c'était... D'accord, mais enfin, c'était dans des périodes un peu différentes. Mais là, je crois que l'essentiel pour moi, et je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est que les plus de 60 ans ont la possibilité de se faire vacciner à nouveau, qu'ils le fassent. Or, les chiffres de vaccination sont extrêmement faibles. Il y a un rapport extrêmement sérieux qui a été fait par des scientifiques au-dessus de tout soupçon, par l'agence... Ça n'existe pas. Ça existe. Je vous donnerai les noms. Qui existe, qui est le rapport de l'agence européenne des médicaments, qui est une instance publique, comme chacun sait, et qui dit clairement que la vaccination partout dans le monde a évité 20 millions de morts. 20 millions de morts. Bon, ben voilà. Donc continuons. Les plus de 60 ans, faites-vous vacciner. Ouais. Voilà. Et l'hydroxychloroquine aurait causé la mort de 16 000 personnes durant la première vague. Je lance le sujet. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour les débats avec Jérôme Dubus. On dit Dubu ou Dubus? Je sais jamais. Dubu, ma chère Valérie. Dubu. Ça fait quand même un certain nombre d'années que tu dis Dubus. Oui, je suis sais. très sympathique. Oui, non, mais il faut me reprendre. Parce que j'ai un doute à chaque fois. Voilà, maintenant je dirais Dubu. Pardon, membre de La République En Marche, Judith Weintraub, je vais tous vous écorcher les noms. Puisqu'on en est là. C'est vrai? Oui. Weintraub? Bah oui. Alors j'ai toujours dit Weintraub. Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine. Alexis Poulain, ça va? Ça c'est bien français. C'est bien. Journaliste et directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste sur Sud Radio le mercredi matin, et Gaëtan Dussaucet, membre du Conseil national du RN. Vous avez vu quand même que l'Obs a fait un papier sur les Kevin à l'Assemblée nationale. C'est un événement. J'ai raté ça. On a du Kevin à l'Assemblée nationale. Le nouvel Obs se penche sur ce phénomène. On va parler d'Elisabeth Borne, de son discours de politique générale, du vote de confiance auquel elle a visiblement décidé de ne pas se soumettre. La rentrée de l'Assemblée nationale hier avec l'élection de Yaël Braun-Pivet hier, et Marine Le Pen qui grimpe dans le sondage, dans notre balise de popularité. On en parle avec vous dans un instant. On continue notre tour de table. Jérôme Dubus.
votre coup Merci, de cœur. Valérie, Votre coup de cœur. Oui, pas l'experte. Mon coup de cœur va évidemment à la décision que l'OTAN a prise concernant donc l'intégration, plus exactement, de la Finlande et de la Suède dans l'Alliance Atlantique. Donc la décision qui a été permise finalement par l'accord qui a été conclu entre la Turquie, la Finlande et la Suède. Alors, il faut regarder un peu les choses de manière assez détaillée. Au fond, Erdogan, qui partait avec beaucoup d'attentes et d'exigences, en a rabattu beaucoup. Contrairement à ce que l'on dit, si on voit le détail. Alors il y a le PKK effectivement qui est devenu on va leur livrer persona non grata. Oui. Le PKK est reconnu comme une congrégation, si je puis dire, entre guillemets, terroriste, une alliance terroriste par le monde, par les États-Unis, par l'Europe, etc. Donc il y a quand même un certain nombre de choses qui sont plutôt troubles chez ce PKK depuis le début. Oui, tout à fait. Alors ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que effectivement Joe Biden a annoncé qu'il allait renforcer les troupes de l'Alliance Atlantique sur l'Est, sur le front de l'Est. On va passer de 40 000 à 300 000. Alors, certains disent oui, mais c'est un scandale, etc. La France est couchée devant les États-Unis. Évidemment, on a accepté ça et l'Europe, finalement, est allée tendre la main aux États-Unis parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Bon, ok. Mais l'essentiel, c'est qu'en réalité, M. Poutine a perdu. Monsieur Poutine a perdu, en tout cas diplomatiquement, il a vraiment perdu. Parce que la Finlande et la Suède dans l'Alliance Atlantique, en début d'année, personne n'y pensait. Personne n'y pensait, personne ne pensait à un instant que ça pourrait arriver aussi rapidement sous 3 mois cette année 2022. Donc c'est quand même un événement absolument essentiel et c'est le retour, alors effectivement, des États-Unis sur l'Europe. Alors et le réveil de l'OTAN en état de mort cérébrale, voilà, selon Emmanuel Macron. Alors, il y a d'autres événements qui se sont passés depuis la mort cérébrale, mais bon, que personne ne pouvait prévoir. Enfin, en tout cas pas moi. Donc Obama avait dit non, l'Europe va se débrouiller tout seul. Trump avait renforcé en disant l'Europe se débrouille tout seul, nous on s'en occupe plus. Là, c'est un changement majeur également du fait de cette guerre en Ukraine, c'est clair. Alexis oui, c'est clair. Non, mais ce qui est drôle, c'est que on parle de défense européenne. Enfin, maintenant, c'est le nouveau truc. Mais il faut voir qu'il n'y a pas de défense européenne. Aujourd'hui, c'est l'OTAN qui assure ça. Et on voit bien que les Américains sont à la manœuvre avec la vente d'armes, notamment. Alors, il y a un fonds européen pour la stabilité et la paix, qui est en fait un fonds qui permet aux États européens de racheter des armes, ceux qui envoient à l'Ukraine notamment. Et que font les Européens? Majoritairement, ils achètent, non pas entre Européens, mais des armes américaines. Les Belges qui achètent des F-16, mais aussi les Grecs et d'autres. Donc c'est pas nouveau. Le marché des armes en Europe était un problème. Puis à l'époque de Juncker à la Commission européenne, il y avait un chantier qui avait été engagé sur aussi le nombre de référencements sur les armes. Pour une armée européenne, il faudrait que tout le monde utilise peu ou prou à peu près les mêmes armes. C'est le cas de l'armée américaine, mais aussi l'armée russe. En Europe, chaque armée utilise des nomenclatures, des armes différentes. Et donc l'harmonisation est loin d'être faite, même si l'armée française utilise depuis quelques années des fusils d'assaut autrichiens, c'est déjà le cas. Donc c'est un vrai sujet important, mais la défense européenne, pour moi, c'est du domaine encore de la douce rêverie ou de la fable pour enfants. Oui, Judith, ça complète. Vous vouliez réagir, votre coup de gueule concernait... Mon coup de gueule, c'était le coup de com' d'Emmanuel Macron en Bavière, en marge du G7. C'est BFM, en fait, qui a diffusé les images. On voit on a le son, je crois. Le son n'est pas très bon, mais on va l'écouter. Joe, you've predicted it for a while. Excuse me, sorry to interrupt you. I was your advisor. I took the commission to call MDZ. So I call for increasing the production. Oui, bon, effectivement, il n'est pas très bon. Je vais raconter la scène, je crois que ce sera plus audible. Donc, ce sont les dirigeants membres du G7 qui vont à la cantine. Joe Biden est en pleine discussion avec son conseiller de sécurité intérieure et Emmanuel Macron se précipite, lui dit « Joe, monsieur le président, excusez-moi de vous interrompre » et se met à lui raconter qu'il a appelé Mohamed Ben Zayed, qui est le président des Émirats Arabes Unis,
pour essayer de le convaincre d'augmenter sa production de pétrole. Donc sujet hyper sensible. Biden est très embarrassé. Son conseiller à la sécurité intérieure n'en croit pas ses yeux. Et c'est lui qui finit par interrompre Emmanuel Macron en lui disant ça serait peut-être mieux de continuer ça en privé. Et Macron dit ok, le tout en anglais, hein, ok, on va continuer ça en privé. C'est une mise en scène. Moi, je ne peux pas croire que ce soit des images volées. Les chefs d'État et de gouvernement voient les caméras, ils sont filmés, tout se passe au vu et au su. Donc c'est un coup de com'. Et en fait, ça donne l'image d'un petit garçon qui dit monsieur, moi j'ai fait quelque chose, moi j'ai essayé de faire quelque chose. Accessoirement, la réponse de l'Arabie Saoudite a été non, on est déjà au maximum de notre production. Ils avaient déjà augmenté leur production il y a une quinzaine d'années. Non, mais c'est sur le comportement, effectivement. C'est la forme. C'est qu'il arrive, lui, il est en chemise. Ils sont tous en plus avec une veste. Et il arrive en interrompant le président Biden au milieu avec des caméras devant lui. Effectivement, vous aviez vu cette scène, Gaëtan? Oui, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux hier. En fait, il y a quelque chose qui est assez fatigant dans le personnage d'Emmanuel Macron, c'est que j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, y compris à votre micro, c'est qu'il confond systématiquement le poste de président de la République française avec le poste d'une agence de communication. On a l'impression que lui, faire de la politique, c'est être un personnage dans la série House of Cards. J'ai un peu de retard, je l'ai vu que dernièrement, mais on a toujours l'impression qu'il essaye de surjouer, de faire de la communication à tout va, d'en faire même trop, de se dire bah là, si je fais ça, si j'interpelle Biden, on verra que je suis quelqu'un qui est actif, qui n'hésite pas à aller voir les gens, etc. Alors qu'il le sait pertinemment, hein, vous l'avez rappelé, il y avait des caméras qui étaient là, tout le monde le voyait. Et c'est vrai qu'en plus sur des sujets aussi importants, sensibles et sur lesquels on ne peut ni plaisanter ni faire de la communication, je trouve que ça manque énormément de responsabilité. Et je suis pas certain d'ailleurs que ça soit aussi bien ses homologues étrangers que les Français voient ça d'un très bon œil, pour être honnête. Ouais, Alexis, cette scène, vous l'avez évidemment vue, vous aussi? Je l'ai vue, bien sûr, j'en ai parlé ce matin dans la revue de presse du Monde Moderne. C'est terrible parce que c'est notre pays qui est derrière moqué. Enfin, l'image de ce président qui se met en scène, qui joue mal, qui se fait un peu passer pour le Tony Montana du G7, là, en disant hey, Joe, président, j'ai un truc à vous dire. C'est ridicule, c'est déplacé. J'aurais plus la comparaison parce que Tony Montana, c'est autre chose. Non, là, il y a le côté caïd un peu. Moi, je suis. Il y a le côté petit garçon. Je parle au président des États-Unis comme ça, tu vois. Je vais t'expliquer un peu comment ça se passe, mais le côté petit garçon, je suis tout à fait d'accord. On sent le bon élève qui faillotte, quoi. C'est le côté faillot. Surtout que dans Atlantico, ils expliquent que ce qu'il dit en plus n'a pas de sens parce que les Émirats Arabes Unis ont envie de préserver aussi des bonnes relations avec la Chine et la Russie. Donc c'est quelque chose. C'est toute la problématique. C'est la raison pour laquelle Joe Biden va en Arabie Saoudite et en mangeant son chapeau parce qu'il rencontre le prince héritier alors qu'il avait dit qu'il ne lui parlerait pas. Donc on est vraiment sur ce qui se fait de plus sensible en ce moment comme sujet diplomatique. Mais d'autant que sur le fond, ça a été obtenu déjà il y a 3 semaines. Donc sur le fond, le problème, alors on peut encore augmenter. L'Arabie Saoudite l'a fait il y a déjà 3 semaines sur la pression d'un certain nombre de pays, et c'était pas du tout évident, et la France y a participé. Bon, donc sur le fond, c'est à peu près gagné. On peut encore essayer d'avoir une augmentation de la production, mais bon, pas sûr. Et quant à la forme, la comparaison avec Frank Underwood, Frank Underwood me paraît beaucoup plus cynique qu'Emmanuel Macron. Mais l'image, moi je c'est un vieux routier de la politique qui arrive à être président à la fin de sa carrière. Je vois les images, on dirait un petit garçon. Un petit garçon et notre ami. Le faillot. C'est un peu ça. Et notre ami Régis de Castelnau, qui a toujours le mot pour eux, dit il nous fout la honte à chaque fois. Voilà, bon, c'est ce que dit. Régis, il est toujours optimiste et objectif, donc tout va bien. Gaëtan Dussosset, votre coup de gueule? Oui, j'avais un coup de gueule sur les dernières déclarations de Bruno Le Maire, dont on a longtemps parlé ces derniers jours, qui donc nous a expliqué sur une chaîne concurrente que, en termes de finances publiques, la cote d'alerte était atteinte. Là où j'ai un véritable coup de gueule, c'est qu'en fait, ça fait des mois qu'il nous explique l'inverse. Pendant la campagne présidentielle, en février dernier, il nous disait tout va bien, l'économie se porte très bien, c'était même ses mots. Donc, en fait, avoir menti en pleine période électorale aux Français sur quelque chose, en plus,
tout le monde était au courant. On savait très bien qu'après le quoi qu'il en coûte, on se poserait la question du combien ça coûte. Parce que ces 500 milliards d'euros de dette qu'Emmanuel Macron, soi-disant Mozart de la finance, a créé, évidemment, à un moment donné, il va falloir les rembourser, il va falloir les payer. Et se pose la question, évidemment, de savoir comment on va le faire. Alors malheureusement, on le sait, on connaît la feuille de route d'Emmanuel Macron, c'est celle de l'austérité, de la saignée fiscale, du saccage social, avec la retraite à 65 ans notamment. Mais c'est vrai qu'en plus, il y a un sentiment. Il y a quand même. Je vous dis mon sentiment, mais il y a quand même un sentiment, si vous voulez, qui est, je crois, assez partagé, c'est qu'on se dit, ce quoi qu'il en coûte, il a servi à quoi? Alors oui, d'accord, c'était un sparadrap au moment où il le fallait. Oui, d'accord, ça a permis. Et d'ailleurs, nous, on l'a soutenu quand c'était des aides utiles et nécessaires, comme notamment le chômage partiel qui a bénéficié à un grand nombre, on le sait, d'employés. Mais par la suite, si vous voulez, il n'a pas mis cet argent, il ne l'a pas investi dans des réformes structurelles, dans des solutions pérennes qui auraient permis de changer un petit peu notre modèle économique pour le rendre plus bénéfique, pour le rendre plus positif. Et donc ça, là-dessus, on se dit finalement tout ça pour rien. Tout ça pour rien. Et le grand problème, si vous voulez. Non, mais j'ai mon avis politique évidemment. Non, mais c'est vrai qu'on nous a dit que tout allait bien et que là on a atteint la... totalement fallacieuse, excusez-moi. Parce que on a le droit de ne pas être en accord. Tout à fait, mais moi j'ai le droit de dire que c'est fallacieux. Voilà. Alors allez-y. Parce que si vous voulez, il y a des problèmes conjoncturels avec la crise du Covid, on essaie de traiter les problèmes conjoncturels. Ça coûte 250 milliards d'euros à l'État à peu près, c'est ce qui a été investi. Le résultat, c'est quoi? Vous dites qu'il n'y a pas eu de résultat. Mais si, le résultat, c'est le maintien du pouvoir d'achat des Français. Et vous êtes en train de nous dire aujourd'hui qu'il faut aider le pouvoir d'achat des Français. Donc vous dites exactement l'inverse. Vous voyez? Mais non, donc si vous baissez, moi je prends une seule de vos propositions. Si on avait fait le total de toutes les propositions que le Rassemblement national a fait lorsque vous étiez à l'Assemblée, avec 8 députés et hors de l'Assemblée par votre leader, on ne serait pas à 113 ou 114% d'endettement du PIB français. On serait vraiment à 130, 140%. Car le montant de vos dépenses prévues, c'est le double de ce qui a été dépensé. Voilà, c'est à peu près ça. Mais si, on en rajouterait 200 milliards. Ça a été chiffré. C'est que Emmanuel Macron qui nous disait qu'il n'y avait pas d'argent finalement. Vous êtes des dépensiers, absolument pas. Nous, ce que l'on veut, c'est investir comme la France Insoumise. Vous êtes des gens qui dépensent. Monsieur, je vous ai laissé répondre. Nous, ce que l'on veut, c'est pouvoir investir dans des bons secteurs pour faire en sorte que ça serve à quelque chose. Ce qu'il a fait, je suis désolé, mais ça n'a servi à rien. Aujourd'hui, vous avez des restaurateurs qui se retrouvent. Désolé, il y a des restaurateurs. Je peux terminer. Il y a des restaurateurs qui se retrouvent aujourd'hui à devoir rembourser le prêt garanti par l'État, alors qu'ils n'ont toujours pas retrouvé la clientèle et les habitudes de consommation qui étaient là avant la crise Covid. Il y a le pouvoir d'achat. Vous en avez parlé. On voit aujourd'hui que malgré les aides de l'État, parce qu'il a décidé de faire une technique, une méthode qui est des chèques en blanc plutôt que de répondre à des réformes structurelles, comme notamment la surreprésentation de taxes, y compris sur les énergies, sur les carburants, etc. Là-dessus, il n'a pas voulu y toucher. Alors tout ça, vous allez me dire, ça coûte de l'argent, on est d'accord. Non, c'est faux, et c'est le Conseil d'orientation des retraites qui dit l'inverse. Moi, ce que je vous dis juste pour terminer, la question budgétaire, on est d'accord, c'est une question de choix et de décision politique. Vous avez décidé, par exemple, de faire 20 milliards d'euros d'économies en augmentant la CSG sur les retraités. Vous avez décidé de faire 1 milliard d'euros, par exemple, sur les jeunes en baissant les APL. Eh ben, on peut faire d'autres choix d'économies, et je sais que nos 89 députés auront à cœur de les défendre sur les 5 années qui viendront à l'Assemblée nationale. Autant de dépenses que 8, vous imaginez ce que ça va donner. Allez, on va marquer une pause, c'est l'heure de la pub et on se retrouve tout de suite après. Les débats avec Jérôme Dubu, Judith Van Traube, Alexis Poulain, Gaëtan Dussaucet. Un mot pour les suites de l'affaire Aziz Zemouri, ce journaliste du Point qui avait publié un article qui mettait en cause le couple Garrido-Corbière, les accusant d'exploiter une femme de ménage en situation irrégulière. Eh bien, il a décidé de porter plainte contre l'ex-député Jean-Christophe Lagarde et contre un policier, Noam Anouar. Il les accuse de l'avoir trompé, de l'avoir manipulé. Donc ce serait une manipulation politique. Donc restons prudents. Mais lui, il dit que en tout cas, ça a été téléguidé et que ça venait de là. Je ne sais pas si Alexis Poulain, vous avez un... oui, on avait vu un tweet d'ailleurs de Jean-Christophe Lagarde qui demandait pourquoi l'article n'était pas publié, pensant écrire en message privé. Donc il semblerait que cette piste-là soit privilégiée. Pour Noam Anouar, je suis moins sûr, mais en tout cas, ça montre une chose. Il est juste adjoint à la mairie de Drancy, qui est tenu par la femme de Jean-Christophe Lagarde. Donc je sais que vous voulez, c'est votre copain, mais enfin... Toujours que ça pose une question à l'UDI, ces pratiques-là de basse politique, de mensonges, de coups bas,
Voilà, c'est assez terrible. Est-ce que l'UDI peut se séparer de Jean-Christophe Lagarde? Est-ce que c'est à l'ordre du jour? La justice fera son travail. Aziz Zemmouri s'est fait avoir. Hein. Bon, c'est voilà. Enfin, c'est pas à la fin de l'année non plus, comme on dit. C'est le béaba. Voilà, on ne fait pas confiance à une seule source. Enfin, ça reste faible. Il faut s'assurer de la qualité de la source. C'est le travail du journaliste, justement. Donc, il peut s'en vouloir qu'à lui-même d'avoir été un peu vite en besogne. Maintenant, on verra ce que l'enquête dit, puisqu'il y a plusieurs accusations maintenant dans tous les sens. Donc, c'est un scandale. Mais c'est vraiment de la basse politique, si c'est le cas. C'est vraiment très moche. Ce qui est inquiétant pour l'avenir, c'est que pour le couple Corbière-Garrido, c'est que quand cette affaire est sortie, tout le monde a cru que c'était vrai. Ça me surprend quand même. Parce que, tout le monde a cru que c'était vrai, que c'était possible. Ont très vite compris ils sont dans un logement social depuis des années, alors qu'ils auraient dû en partir. Oui, mais ils ont été. Alors, ils ont occupé un logement social alors qu'ils n'auraient pas dû le faire. Voilà. Oui, donc vous dites que... Il y a des antécédents aussi. Voilà. Allez, ce qu'on finit par croire, ce qui n'est pas vrai. Bon, voilà. Bon. On clôt le sujet. Elisabeth Borne, donc, selon vous, devrait-elle se soumettre au vote de confiance? Visiblement, elle ne le fera pas. Ce matin, c'est la porte-parole du gouvernement qui disait qu'elle n'avait pas pris sa décision, mais il semblerait qu'elle n'ait pas du tout l'intention. Donc, c'est pas obligé, Judith Vintraud? Non, c'est pas du tout obligatoire. Il y a plusieurs exemples de premiers ministres qui n'ont pas fait de déclaration de politique générale suivie d'un vote de confiance. Il y a évidemment Michel Rocard, auquel tout le monde pense. Il y a aussi Édith Cresson et il y a aussi Pierre Bérégovoy. Mais ça sert à quoi? Parlons Qu'est-ce qui sert très à quoi? basiquement. De ne pas le faire ou de le faire? Les deux. À quoi sert le vote de confiance si quand vous pensez que vous ne l'aurez pas, vous ne le faites pas? Rien, justement. Donc on est d'accord. Ce serait mettre en évidence la délicatesse de votre situation politique. Ça n'a aucun intérêt pour Elisabeth Borne et c'est pas une offense faite au droit de l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'elle peut avoir une motion de censure derrière? Elle aura une motion de censure derrière, c'est déjà annoncé, qui sera votée par la NUPES. LR vraisemblablement s'abstiendra, ne serait-ce que pour ne pas mêler ses voix à celles de la gauche. Et quand on lit l'interview que Marine Le Pen a donnée ce matin dans le Figaro, petit coup de pub au passage. C'est très intéressante interview. Oui, on comprend qu'elle ne va pas se précipiter non plus. Elle ne veut pas tomber dans l'opposition systématique. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation. Judith a raison. Entre 1988 et 1993, il y a eu 3 premiers ministres qui n'ont pas engagé leur responsabilité parce qu'il n'y a pas de majorité absolue. Il n'y a qu'une majorité relative. Il manquait 12 voix de mémoire, 15, ou 15, enfin une petite quinzaine. Donc c'était facile à trouver. En tout cas, c'était pas 40 ou 39. Et donc c'était plus facile à trouver, mais ça c'est pas une obligation, mais c'est quand même un symbole. Voilà, vous arrivez, ça vous donne quand même une position politique plus forte. Même si c'est compliqué. Là, je ne sais pas quel sera le choix. Visiblement, elle ne veut pas l'engager, d'après ce qu'on a compris ce matin. Mais elle pourrait très bien l'engager et la faire passer. Parce que je pense qu'il y a un certain nombre de députés, notamment chez LR, peut-être au Rassemblement National aussi, je n'en sais rien, qui pourraient s'abstenir. Et ça suffirait pour avoir une majorité, puisque c'est ce qui s'est passé hier. Oui, c'est pour les exprimer. Il faut expliquer aux auditeurs qu'en fait, quand on parle de majorité dans les cas de vote, on ne parle pas de la moitié du nombre de députés qui est 289. On parle des suffrages exprimés. C'est pour ça qu'hier, pour l'élection de la présidente de l'Assemblée, elle a été acquise au deuxième tour parce que le Rassemblement national a retiré son candidat. Voilà, donc ça pourrait parfaitement être le cas sur une motion sur un engagement de responsabilité, puisque la partie pourrait se retirer, dire je ne participe pas au vote, et à ce moment-là c'est le nombre effectivement de suffrages exprimés, c'est-à-dire le nombre de votants qui va compter. Et là la majorité absolue est possible. Elle est possible. Alexis Poulain, oui, vote de confiance, pas vote de confiance? Je pense qu'il faudra un vote de conscience à un moment parce que ça permettra aussi de voir les forces en présence. Il y a ceux qui décident évidemment de faire une opposition frontale permanente et puis ceux qui vont être dans ce qu'on appelle l'opposition constructive. Emmanuel Macron peut compter sur des moments de coalition et c'est un peu ce qui se passe partout ailleurs en Europe. Gouverner, c'est aussi des compromis avec les oppositions pour arriver à
faire en sorte que les lois soient faites dans l'intérêt des Français. Donc c'est une bonne chose qu'on arrive à cet éclatement finalement des bulles politiques et d'éviter une majorité absolue au groupe majoritaire. Donc je trouve ça plutôt sain. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose a priori quand je regarde la façon dont s'amorce le débat sur ce qu'on appelle le paquet pouvoir d'achat. Et ça vaut pour tout le monde, y compris pour Marine Le Pen. Je vous écoutais Gaëtan Dussaucet dire c'est très bien d'aider les Français, mais il faut mettre les réformes structurelles en face. Dans l'interview qu'elle donne au Figaro, Marine Le Pen explique qu'elle votera pour des mesures avec lesquelles Donc ça s'appelle la course à la démagogie, parce que ça sera pareil à droite et vraisemblablement à gauche aussi. Donc là, c'est pas du tout la revalorisation du rôle du Parlement. Allez. Oui, allez-y. Oui, non, mais c'est juste parce qu'en fait, il y a quand même un minimum qui est de, face à une situation urgente, de soutenir le pouvoir d'achat des Français. Alors même si c'est pas la méthode que nous, on aurait aimé mettre en place, on a 5 ans pour convaincre les Français de nous donner les responsabilités la prochaine fois et qu'on puisse appliquer notre projet à la virgule près. Mais si on peut faire quelques compromis juste pour soutenir le pouvoir d'achat... Si vous dites qu'une politique est irresponsable, vous ne votez pas pour. Or, vous dites que la politique est économiquement irresponsable. Oui, mais si vous voulez, moi, je n'ai pas spécialement l'envie de laisser les Français seuls et sans rien faire, alors que le prix à la pompe dépasse les 2,20 € dans un certain nombre de stations et que pour certains, ils n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture. Donc il faut quand même essayer d'agir. On préférerait une autre méthode. On va évidemment avoir des négociations et des échanges avec la majorité gouvernementale. Est-ce qu'on engage l'avenir de la France ou pas en plombant les finances publiques? Mais c'est pas une question de plomber les finances publiques ou pas, c'est une question de rendre l'argent aux Français qui aujourd'hui n'arrivent pas à s'en sortir parce que les prix augmentent partout. Rendre l'argent, ça n'a pas de sens. Il faut évidemment qu'on agisse. Allez, c'est une petite page de pub et on se retrouve après. Les débats jusqu'à midi sur Sud Radio. Nous parlions, on est parti sur le vote de confiance d'Elisabeth Borne et on a dévié sur les finances publiques, sur les finances, sur le financement, sur la course à la démagogie. Oui, c'est ce que disait Judith des différents partis. Mais ce matin, Marine Le Pen, toujours dans cet article du Figaro, je vous ai dans cette interview, oui, je vous dis, elle semble plus conciliante en disant je voterai. Vous avez dit c'est bien pour une centriste. Oui, je trouve que pour une centriste, elle est très énergique dans l'interview qu'elle nous donne. Effectivement, là, elle dit je voterai les lois qui vont dans le bon sens et dans le sens de. Ça, vous n'avez pas un élu qui va vous dire. Non, ça, les effets d'annonce, on connaît par cœur. L'intérêt de la nation. Le rendez-vous, ça sera le projet de loi de finances. Je voterai. Où il faudra prendre des décisions difficiles, c'est clair, contrairement à ce que l'on croit. Et le projet de loi de finances, c'est au mois d'octobre. On verra qui vote et qui ne vote pas et pourquoi ils ne votent pas. Ça sera très intéressant de le savoir aux yeux des Français. Sont donc une meilleure décision pour la majorité de ne pas faire ce vote de confiance? Non, écoutez, moi je pense qu'il peut passer. Donc voilà, moi je préférerais qu'il y ait un vote de confiance, effectivement, parce que ça donne du poids politique au Premier ministre. Sauf que si elle l'a pas. Ah non, mais il faut qu'elle l'ait, mais je pense qu'elle peut l'avoir. Ça serait presque, moi je trouve, un vote à blanc. Mieux vaut qu'elle éprouve sa capacité à faire émerger une majorité dans des conditions réelles sur un vrai projet de loi. Sinon, pas sur une pétition de principe. Oui, mais c'est quand même une déclaration où elle va donner son programme, théoriquement pour un certain nombre d'années, puisque les partis pour un certain nombre d'années. Mais si vous n'avez pas la confiance de l'Assemblée, ça veut dire que votre légitimité... Mais on sait qu'elle ne l'a pas. Si, elle peut l'avoir. Arithmétiquement, elle peut parfaitement l'avoir. Vous croyez encore à la coalition Si vous avez une abstention des LR, vous pouvez l'avoir. Et c'est pas du tout exclu. Je pense que c'est là-dessus où il faut garder un peu les pieds sur terre et arrêter la politique fiction. On sait pertinemment, et on l'a compris, c'est l'enseignement des résultats des élections législatives, que Emmanuel Macron et donc le gouvernement n'ont pas de majorité absolue. Et donc, si elle fait sa déclaration et qu'ensuite elle engage sa responsabilité avec un vote de confiance, on sait pertinemment qu'elle n'aura pas la majorité, puisque déjà on est sur un laps de temps qui est beaucoup trop récent et trop tôt par rapport à l'élection, et donc il y a des intérêts aussi politiques, notamment je pense du côté des Républicains, à ne pas se mouiller tout de suite avec la majorité d'Emmanuel Macron et avec les projets d'Emmanuel Macron. Donc je pense que si c'est pour arriver finalement à une confiance qui ne lui est pas attribuée par l'Assemblée nationale... Non, mais moi je partage pas votre... Elle est très simple. Nous, notre boussole, elle est très simple, c'est que tout ce qui va dans l'intérêt de la France et des Français, on le vote. Et on l'a fait pendant 5 ans d'ailleurs. Et on l'a fait à l'Assemblée nationale.
Non, mais attendez, vous n'êtes pas obligé de dénigrer à chaque fois que l'on dit quelque chose. Mais c'est vrai, parce que c'est le but d'un travail parlementaire d'intelligence. Vous n'étiez jamais à l'Assemblée, Madame Le Pen n'était jamais à l'Assemblée. Vous n'étiez pas non plus. En commission, vous n'étiez pas élu. Mais attendez, regardez les PV de présence. Vous n'y étiez jamais. Non mais monsieur, alors ne dites pas que vous avez travaillé. Non mais voilà, c'est 5 années qui s'ouvrent devant nous et vous regardez en arrière et en plus avec des mensonges. C'est vous qui dites que vous avez travaillé pendant 5 ans. Mais oui, mais parce que c'est notre manière de fonctionner. Nous, quand il y a des choses qui vont dans le bon sens, on le fait. Et d'ailleurs, je peux vous donner des contre-exemples. Moi, je vois dans un certain nombre de collectivités, y compris au conseil régional, le nombre de fois où on a présenté des amendements qui, a priori, étaient plutôt des bons amendements et qui ont été rejetés ensuite par les majorités, y compris les majorités de droite, dites les Républicains. Si vous présentez un amendement sur la réforme des retraites à 60 ans, il ne sera pas voté. 5 minutes après, représenter exactement le même amendement, juste pour qu'il y ait la bonne étiquette dessus. Donc voilà, si vous voulez, ça, c'est pas très intéressant. Mais nous, on est une opposition qui est du coup cohérente, qui est constructive. Si ça va dans le bon sens, on le vote. Ça va dans le bon sens, on le vote pas. Si le but c'est de faire des économies en ayant une retraite à 65 ans et des pensions de retraite diminuées de 20%, non, mais ça, c'est des déclarations d'intention. Ce ne sont que des déclarations d'intention pour le moment. Attendons. La rentrée de l'Assemblée nationale, quelques mots sur l'attitude de la NUPES avec un certain nombre de députés qui ont refusé de serrer la main de députés du Rassemblement national. Je pense à Daniel. C'est lamentable. Ouais, Daniel Obono qui n'a pas voulu serrer la main de Julien Audoul et il y a eu d'autres exemples comme ça. Un député du Val-de-Marne qui a refusé de serrer la main à notre député Philippe Ballard. Non, mais si vous voulez, je pense que ça donne quand même une image qui est assez triste. Déjà, les Français de manière générale n'aiment pas le sectarisme. Ils ne comprennent pas que l'on puisse pas échanger, que l'on puisse pas au moins se respecter et respecter les personnes, parce que qu'il y ait des oppositions sur les idées, sur les projets, c'est normal, ça fait partie du jeu, c'est le débat démocratique, le débat politique. C'est quand même mais pas considérer son adversaire et la personne de l'adversaire, moi je trouve ça complètement. Alexis, d'autant plus, quand on appartient à un parti dont le chef a dit la République c'est moi, parce qu'il considérait que étant élu, il incarnait la République, donc il avait droit au respect dû à tout élu. Donc s'il ne l'accorde pas... Mais s'il y avait que la France Insoumise, il y a un Benjamin Lucas aussi. Alexis Poulain. Oui, je pense que c'est une stratégie de court terme et qui me paraît difficile, délicate. C'est Sandrine Rousseau qui dit qu'il faut rediaboliser le Rassemblement national. Je pense que c'est mort. Gérard Larcher, le second personnage de l'État dans l'ordre protocolaire, a fait exploser le Front républicain en déclarant qu'avec un groupe parlementaire de 89 élus, des élus aux conseils régionaux, des maires, des élus au Parlement européen, le Rassemblement national fait partie du paysage politique français. C'est un parti qui est maintenant dans le cadre de la République. Donc, ça fait compliqué de, à chaque échéance, rediaboliser le FN. Là, en plus, il n'y a pas eu de proportionnel. Il y a 89 députés du Rassemblement national qui sont là. Ça dit l'état du vote des Français. Donc, n'en déplaise aux postures morales, aux coups de com', etc. Ça va être compliqué, je crois, de tenir cette stratégie, surtout qu'on va voir ces élus du Rassemblement national au travail. On va voir s'ils défendent évidemment leurs idées avec sans hypocrisie et en restant fidèles au vote des Français et à la confiance qui leur a été donnée. Donc laissons faire le temps et on verra ce qui se passe. Maintenant, je pense qu'entre élus, on peut se serrer la main. C'est le but d'ailleurs de débats sereins au sein de l'Assemblée nationale. Sinon, ça n'augure pas de demander de débats sereins. Jérôme Guedj, à propos de Louis Boyard, a dit qu'il n'a serré la main à aucun député pour des raisons de Covid. Voilà. Non. Et en plus, il prend les gens pour des imbéciles. C'est quand on voit qu'ils ont été plus nombreux, on voit Philippe Ballard. Donc Monsieur Guedj n'a serré aucune main pendant sa campagne électorale. Voilà. Non, il parlait de Louis Boyard. Il parlait de Louis Boyard, mais Daniel Obono n'a pas serré la main de Audoul et vous disiez que Philippe Ballard non plus. Oui, après, pour tempérer tout ça, vous avez des images aussi vous avez Monsieur Chenu et Madame Chikirou qui rigolent, qui sont assis côte à côte puisque les gens étaient classés par ordre alphabétique. Donc voilà, ça dépend un peu chacun des personnes, etc. Mais je pense que les gens vont apprendre à se connaître. Il y aura un débat et un respect républicain qui est nécessaire. Non, mais attendez, c'est totalement puéril. De la part de la jeune génération, je trouve, pour le coup. Le type, là, le député du Val-de-Marne, Boyard, c'est ça ? Bon, qui n'a pas serré la main alors qu'il était scrutateur.
votre représentant vient voter, il lui tend la main, il lui serre pas la main. Enfin, à la tribune. C'est totalement puéril. C'est totalement puéril. C'était totalement puéril. Le deuxième en âge, c'est pas le Benjamin, mais c'est le deuxième plus jeune de l'Assemblée. Et un jeune homme sans cravate, pardon d'être un peu old school. C'est le même qui a expliqué chez Cyril Hanouna qu'il avait été obligé de dealer pour payer ses études. Donc mettons ça sur le compte de la puérilité. Voilà, ça va, j'espère que ça va changer. Oui, absolument. L'élection de Yaël Braun-Pivet, ça vous inspire quoi ? Ce qui est intéressant, c'est l'attitude, encore une fois, du Rassemblement national qui a retiré son candidat au deuxième tour afin qu'elle puisse être élue en 2 tours seulement et pas 3 tours jusqu'au bout de la nuit, enfin jusqu'à 21h à la majorité relative. C'est un geste important. Bon, à part ça, Yaël Braun-Pivet, elle est remerciée pour bons et loyaux services. C'est elle qui avait fait en sorte que la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'affaire Benalla explose. Elle a donné des gages de loyauté. C'est formidable. Elle a été la meilleure soldate de la Macronie. Il y a eu une primaire au sein de La République En Marche. Les députés ont voté, ils l'ont mise en tête. À quelques voix près d'ailleurs, parce que Roland Lescure aurait été un très bon président de l'Assemblée nationale. Qui était plutôt le candidat de l'Élysée. Ça s'est joué à 20 voix, donc voilà. Je ne trouve pas que ce soit lié à ça. Ça a été le choix des députés de La République En Marche. Ouais. Alexis ? Oui, il y a eu un vote. Et bon, ça fait longtemps qu'elle voulait ce poste, puisqu'elle avait commis des impairs à l'époque. Elle le voulait. Elle avait même essayé de dépasser Richard Ferrand, qu'il avait. Et puis, elle est là parce que Richard Ferrand a perdu, a été battu lors du vote, parce que sinon, il devait être conduit au perchoir. Donc, et je pense que c'est parce qu'elle est au perchoir que vous rajoutez un R, Pivet. Peut-être. Non, en tout cas, c'est la première fois que c'est une femme, reconnaissons-le. Oui, alors voilà, c'est formidable. C'est la première fois que c'est une femme. Le dire. Gaëtan, votre groupe, elle a un peu taclé quand même. Non. Après, on a évidemment des divergences politiques avec Madame Braun-Pivet, donc c'est normal qu'on les exprime. Nous, après, on l'a rappelé, on a été dans une démarche quand même assez sincère à l'Assemblée nationale, où on savait pertinemment, une fois de plus, qu'elle remporterait le perchoir et qu'elle serait élue présidente de l'Assemblée nationale. Donc plutôt que de faire tourner un peu le cirque qui consistait à faire 3 tours d'affilée pour arriver à ce qu'oblige la loi à la majorité relative, autant clarifier les choses dès le début. C'était quand même beaucoup plus simple. Je tiens à préciser quand même, parce que je vois quelques tweets et quelques commentaires, notamment de la part de députés d'extrême gauche de la NUPES, nous expliquer que c'est une compromission entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, etc. Bon, je trouve ça toujours un peu fort de café de la part d'un personnel qui a dans son intégralité, appelé à voter Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, évidemment. Un mot sur la commission des finances, dont on disait qu'elle n'intéressait personne lors de la précédente mandature, et là, le fait que Éric Coquerel soit le favori, et surtout que les LR finalement vont laisser élire quelqu'un de la France insoumise à cette commission des finances, ce qui va compliquer grandement la tâche du gouvernement. C'est le vrai sujet. La balle est un peu chez les LR, effectivement, parce que dans cette affaire, la majorité ne prend pas part au vote. C'est un principe de base qui a toujours été respecté depuis que Sarkozy a mis ça en place. Donc la présidence revient au groupe d'opposition le plus important en termes arithmétiques. Non, le RN. Alors aujourd'hui, on a ce phénomène d'intergroupe NUPES qu'on ne connaissait pas avant, parce qu'il n'y avait pas d'intergroupe qui n'existe avant. Pas d'ailleurs. Qui n'existe pas encore, parce qu'il n'a pas été déposé. Non, mais il ne peut pas exister. Oui, enfin, il n'y a pas d'existence légale. Il est formel. Il n'y a pas de supergroupe comme il est formel. Donc voilà. Il parie là-dessus pour savoir comment ils vont pouvoir faire passer M. Coquerel, qui est absolument un danger total. Oui, non, mais la NUPES, elle est formidable parce qu'elle s'allie quand ça lui est profitable électoralement, et puis sinon chacun reprend ses billes pour bénéficier de ses avantages. On veut les avantages de l'union sans ses contraintes, sans ses inconvénients. Mais sur la position des LR, c'est-à-dire qu'ils préfèrent laisser Coquerel, LFI gagner plutôt qu'un candidat Rassemblement National. Eh bien, on va voir comment ça se jouera. Je ne suis pas persuadée qu'il n'y aura pas quelques voix quand même qui ne viendront pas du Rassemblement National en faveur de son candidat. LR.
Oui. LR n'en a pas fini avec cette question-là. Depuis le Nini, c'est clair. Et puis alors, Sarkozy, et il va falloir qu'elle la pose et qu'elle la tranche. C'est vraiment le vrai sujet, parce que c'est vraiment le vrai sujet de cette actualité, c'est de savoir ce que vont faire les Républicains. Parce que nous dire on va soutenir un autre candidat ou on va s'abstenir, etc. En réalité, c'est faux. Ils savent très bien que s'ils ne votent pas pour notre candidat du Rassemblement national, ça va Jean-Philippe Tanguy. S'ils ne votent pas pour Jean-Philippe Tanguy, ils font élire Éric Coquerel. Et ils le savent pertinemment. Donc en fait, là, leur décision va vraiment les engager. Et de se dire qu'ils sont prêts finalement à faire un cordon sanitaire avec des députés patriotes plutôt qu'avec une extrême gauche et un personnage. En même temps, Éric Coquerel, voilà, il a un passif, il a des déclarations, on sait qui c'est, on sait d'où il vient. Éric Coquerel, c'est l'artisan du vote communautariste en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Tout à fait. Alors il y a un côté chez LR qui va poser problème et qui doivent clarifier assez vite. Et puis il y a surtout l'abaissement total, la soumission absolue du Parti socialiste. Car le Parti socialiste avait, mais on l'a vu encore hier, ils avaient une candidate qui aurait pu être présidente. Et une très bonne candidate, Valérie Rabault, ancienne rapporteure générale du budget, qui connaît les finances publiques parfaitement, qui était une compétence reconnue largement au-delà de son parti, et ils se sont couchés devant M. Coquerel. Ça en dit long sur la soumission du Parti socialiste. Alexis, vous qui êtes plutôt prompt à défendre la France insoumise. Monsieur, vous trouvez que c'est bien, Coquerel à la commission des finances? Mais oui, ça changera, c'est vachement bien. Puis le changement, c'est maintenant. Telle levée de bouclier qu'il y a forcément un loup. C'est formidable. Pourquoi la commission des finances ne peut pas revenir à un insoumis? Quel est le problème? Mais pas Coquerel. C'est formidable. Pas Coquerel. Mais Coquerel, on n'avait pas son nom avant, et peu importe la personne. C'est très bien que ça change demain, qu'on ait la commission des finances, c'est important. Voilà, donc je pense qu'il y aura peut-être des changements de méthode qui feront du bien à la démocratie et à la République. Des changements de méthode avec M. Coquerel, oui. Oui, peut-être. Ça va mal se finir. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous et on va commenter notre sondage IFOP fiducial Sud Radio pour Sud Radio et Paris Match. Sondage d'opinion, balise d'opinion, qui est en tête, qui a monté, qui a descendu. On y revient dans un instant. Débat avec vous et commentaire du classement mensuel IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio. Tableau de bord des personnalités avec Édouard Le Pen. Pas bien, moi. Édouard Philippe qui arrive en tête et qui est toujours premier dans les bonnes opinions. La question était pour chacune des personnalités suivantes. Dites-moi si vous avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très bonne opinion. Donc dans Total Bonne Opinion, nous avons Édouard Philippe, Jean Castex, Martine Aubry. Très étonnamment, qu'on n'entend pas, qui arrive en 3e position. Le fait le plus intéressant, c'est peut-être Marine Le Pen qui est passée en un mois de la 12e position à la 6e place avec 44% de bonnes opinions. C'est une remontée assez spectaculaire. On l'avait évoqué en off, en coulisses avec Frédéric Dabi. C'est le fait notable. Et puis autre fait notable, Emmanuel Macron qui est passé de la 4e place à celle de 9e. Donc il perd en bonnes opinions. Vous l'expliquez comment, Gaëtan Dussaucet, Marine Le Pen, elle s'est dédiabolisée? Non, je pense que c'est le résultat de 10 années de travail sur le mouvement, de clarification de notre ligne politique, de dédiabolisation. C'est aussi les excellents résultats des élections législatives qui sont de son fait. C'est évidemment son travail à elle, les 13 millions de Français qui nous ont fait confiance au second tour. Donc ça nous honore, ça nous fait évidemment très très plaisir. Puis ça nous oblige aussi à continuer. Ça montre que en fait on n'en a pas fini, bien au contraire, que tout commence un peu aujourd'hui et qu'il va falloir que on soit très bien mobilisé sur les 5 années pour répondre un peu à cet espoir qui commence à se réveiller partout. Il y a Fabien Roussel aussi qui a fait une percée spectaculaire. Il est passé de la 14e place à la 8e place avec 42% de bonnes opinions. Et chez la France Insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est en 13e. Lui, il a perdu un petit peu. Il est passé de la 10e à la 13e position. C'est intéressant puisque c'est un baromètre mensuel. C'est la comparaison qui est intéressante, c'est de voir la progression en un mois dans l'image que renvoient les politiques. Oui, tout à fait. Mais parce que la plupart ne bougent pas énormément. Les deux faits principaux, je vous dis, sont ceux-là. Marine Le Pen qui monte et Emmanuel Macron qui descend. Oui, mais ça montre que le résultat remporté par le Rassemblement national aux législatives, c'est-à-dire
la vraie victoire, puisqu'en fait, le Rassemblement national est le seul à sortir vraiment et indiscutablement gagnant de ces élections, a été correctement perçu par les électeurs, même si sur les plateaux et de la part des commentateurs, la réalité a eu du mal à émerger dans la soirée électorale et même dans les jours qui ont suivi. Absolument. Jérôme ? Oui, alors c'est un baromètre d'opinion favorable ou défavorable. Ce n'est pas le potentiel électoral. On a souvent c'est un peu différent. La preuve Fabien Roussel. Le potentiel. Oui, la preuve Fabien Roussel, la preuve Martine Aubry qui n'est plus candidate à rien. Et alors ça décrédibilise un petit peu le sondage de la mettre troisième. C'est quand il se teste plus que les politiques. C'est pas la cartographie ou le reflet d'une élection. L'élection, elle a eu lieu. Emmanuel Macron a fait 28% au premier tour, plus 4 points par rapport à 2017, plus 4 points par rapport à 2017, et il a fait 58% au deuxième tour. Bon, c'est ça la réalité électorale, que ça plaise ou non. C'est pas 58% d'adhésion non plus. Non, mais je n'ai jamais dit ça. Ouais. Pour moi, l'adhésion, elle est au premier tour, et encore, bon, il faut en prendre et en laisser, mais c'est plutôt le premier tour qui est significatif. Et quand vous faites 4 points, après 5 ans de difficultés, quand vous êtes président sortant, c'est la première fois que ça se produisait, tous les présidents sortants qui se sont représentés, ils ont baissé au premier tour, et certains ont été battus au deuxième tour. On a souvent des exemples. Donc c'est quand même une performance qu'on a oubliée, évidemment. Moi, je ne l'ai pas oubliée, je la souligne. Et les sondages de bonnes intentions, de confiance, etc., ça vient. Là, on est effectivement dans le dur. D'ailleurs, quand vous ne pouvez pas vous représenter, ce qui est le cas d'Emmanuel Macron, il ne va pas pouvoir se représenter. Son sondage, il va plutôt baisser. Vous allez voir que ça va se passer comme ça. Parce qu'on sait bien que son potentiel électoral sur lui-même, sur sa personne, c'est terminé. Ouais. C'est terminé. Alexis, vous avez quel commentaire sur ce baromètre ? Alors, c'est toujours surprenant ce baromètre. Enfin, il en ressort que les Français préfèrent quand même les politiques quand ils sont en retrait ou à la retraite. Et ils oublient vite, en fait. C'est un peu le principe du poisson rouge. C'est le mépris. Souvent non, mais c'est vrai. C'est quand même assez impressionnant. Généralement, quand les gens sont au pouvoir, ils dégringolent. Enfin, c'est compliqué d'avoir des sentiments positifs. Et puis, plus ils sont loin du pouvoir, plus ça remonte. C'est pas tout à fait vrai. C'est le cas pour Martine Aubry, mais vous voyez, Marine Le Pen, Marine Le Pen, c'est spectaculaire. Et elle n'est pas. Non, Marine Le Pen, c'est simplement parce que elle n'a eu que des réussites quasiment dans les urnes depuis quelques années, que ce soit les européennes, les municipales. Enfin voilà, on peut pas dire que c'est un parti qui avance malgré de tout ce qui est effectivement le problème de dissonance cognitive des médias qui ont du mal à le voir. Oui, je sais pas. C'est joliment dit. Je trouve Alexis un peu en retrait aujourd'hui. Oui, vous êtes très. Non, mais c'est Alexis, non, ça va. Ça me va très bien. Oui, ça va, mais la réalité, elle est là. Enfin, c'est qu'à un moment, il y a un vote, on voit ce qu'il en est. Et puis non, mais je pense que 2022, c'était le dernier coup du Front républicain. Voilà, c'est fini pour les prochaines élections. Donc ça veut dire que le plafond de verre a explosé et que le Rassemblement national a 5 ans là pour passer à autre chose. Ça me paraît clair. Alors vous voyez, il y a un auditeur qui dit qu'est-ce qu'il est sage, Monsieur Poulain, par rapport à sa revue de presse. Je fais le même constat. Mais c'est pas le même exercice. Je vais pas faire des imitations de Nicolas Sarkozy ici. Il est très sage. Non, mais vous êtes très sage, très même sage. Dans vos propos. Vous êtes beaucoup plus calme. Il se le pénise. Le pénise. Oh là là. Je respecte le choix des urnes. À un moment, faut arrêter. J'ai jamais été pour le Front républicain. Je trouve que c'est une arnaque qui empêche justement de parler de sujets tabous. Donc c'est bien. Et j'espère que les débats seront de qualité à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est tout. Eh bien, c'est ce que nous espérons tous. Voilà, merci à vous, merci à tous les 4. On se retrouve demain pour d'autres infos, d'autres débats. À demain.